Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une vidéo sur le cours sur la logique et les méthodes de calcul. Alors, commençons tranquillement. Une proposition en logique, première définition, c'est un énoncé qui peut être soit vrai, soit faux. Relativement facile. Vous avez des connecteurs logiques, c'est ça qui est très important entre les différentes propositions, qui peuvent être des et, des ou, des impliques ou bien des équivalences. Alors, prenons tout de suite la notion d'implication. A implique B, ça veut dire si la proposition A est vraie, alors la proposition B est correcte. Par exemple, vous êtes admis à un concours, ça implique que vous soyez admissible. Tout de suite, une première proposition intéressante en logique ici. Si vous avez l'implication A implique B, vous avez alors ce qu'on appelle la contraposée de cette proposition, qui est non B implique non A. Non B implique non A, on peut l'illustrer ici. Si malheureusement on n'est pas admissible, eh bien automatiquement non A est vrai, c'est-à-dire que nous ne sommes pas admis. Ok, bon ça c'est évidemment le cas le moins cool. On va essayer de faire en sorte que vous soyez admissible d'abord, puis admis. Donc vous voyez que admis implique admissible. Et attention, la réciproque n'est pas forcément vraie. Hein. Admissible n'implique pas forcément admis, malheureusement. Alors après, si vous vous préparez bien aux oraux, tout ça, ça peut finir par être équivalent. Mais pour l'instant, admissible, ça n'implique pas admis. Donc faites attention à ne pas confondre la réciproque d'une proposition avec sa contraposée. A implique B, si on a cette implication qui est correcte. La réciproque, c'est B implique A, elle n'est pas toujours vraie. En revanche, non B implique non A. Voilà, donc ça c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est le raisonnement par équivalence. Et là, je vous propose de prendre tout de suite un premier exercice qui est montrer que quel que soit l'entier naturel n non nul, 2n plus 1 divisé par racine de n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Exercice relativement est inférieur ou égal à 1, pardon, relativement classique. Alors, pourquoi je dis classique? Parce que des inégalités, vous allez en avoir plein dans n'importe quel sujet, et il faut tout de suite savoir comment travailler face à une inégalité. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Premier réflexe d'un candidat classique, on va dire, il passe un de l'autre côté, il essaie de montrer que c'est négatif, éventuellement il étudie la fonction qui a x associe 2x plus 1 sur racine de x plus 1, en la dérivant par exemple, ça fait des calculs horribles, ou alors il se dit tiens il y a un pour tout n, donc hop, pourquoi pas une récurrence? Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui pensent à une récurrence à cause du fait qu'il y a un pour tout n. Ça, ce n'est pas une bonne démarche, parce que pour qu'un raisonnement par récurrence soit intéressant, il faut pouvoir passer du rang n au rang n plus 1. Et là, on ne voit pas vraiment ce qui nous permettrait de passer facilement du rang n au rang n plus 1. En fait, ce qu'il faut faire ici, correction, alors on va d'abord se donner un entier naturel n non nul, c'est raisonner par équivalence. C'est-à-dire simplifier notre problème. Allons-y. 2n plus 1 sur racine de nn plus 1 est inférieur ou égal à 1 si et seulement si 2n plus 1 est inférieur ou égal à racine de nn plus 1. C'est-à-dire on passe tout au carré, on passe tout, on multiplie par racine de nn plus 1 qui est positive, donc on peut le faire. Ensuite, on passe tout au carré. Alors pourquoi je passe au carré? Très simplement parce que j'ai une racine, je veux m'en débarrasser. Et ça, je peux le faire puisque la fonction qui a t associe t carré est strictement croissante sur R+. Alors ici, on travaille sur R+, puisque ces quantités sont positives. La croissance permet de conserver les inégalités. La stricte croissance permet même de conserver des inégalités larges. Et sans rentrer trop dans la technique, la stricte croissance permet même de conserver l'équivalence entre les deux. Lorsque vous avez une fonction strictement croissante, vous vous souvenez que si A est plus petit que B, f de A est plus petit que f de B. Eh bien, ça marche aussi dans l'autre sens pour les fonctions strictement croissantes. Si f de A est plus petit que f de B, A est plus petit que B. Très bien, ensuite on développe. Allons-y. Ça va nous faire 2n plus 1 au carré égale 4n carré plus 4n plus 1. Alors évidemment, je me suis planté dans l'énoncé, c'est pas grave, on va rajouter, changer un peu l'énoncé, je vais mettre un 2 ici. Hop, comme ça, il y a un 2 ici qui se transforme en 4. Allons-y, ça nous fait 4n carré plus 4n. Et puis, je me suis de nouveau trompé, mais ça n'a aucune importance, j'arrive à 1 plus petit que 0. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est absurde d'écrire 1 plus petit que 0, mais en réalité, cette phrase-là que j'essayais de démontrer, elle est équivalente à cette phrase. Alors, j'ai pas besoin de refaire j'ai pas besoin de tout effacer en réalité, même si je me suis trompé ici au départ, parce que
1 est inférieur ou égal à 0, c'est une propriété qui est fausse. Comme 1 inférieur ou égal à 0 est une proposition fausse, alors je peux conclure que cette proposition est fausse. Et puisque cette proposition est fausse, c'est le contraire qui est vrai. Donc c'était bien un supérieur ou égal au départ. Hop, on va corriger notre énoncé, c'est pas très grave. On conclut, quel que soit n appartenant à n étoiles, 2n plus 1 sur 2 racines de n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Alors, on fait un petit bilan de ce qu'on a fait. J'ai fait l'énoncé de tête, donc désolé pour la petite erreur initiale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un énoncé mathématique qui apparaissait difficile, enfin pas forcément super dur, mais vous voyez, il y a des quotients, des racines, etc. Et plutôt que de trouver tout de suite la solution, eh bien, on s'est dit, cet énoncé, il est équivalent à un énoncé plus simple. Et quel est cet énoncé plus simple? Eh bien, très simplement, je multiplie par 2 racines de n plus 1, je passe au carré, etc., etc. Et j'arrive à montrer, alors si je le fais dans le bon sens, je vais arriver à 1 plus grand que 0, proposition vraie, donc la première est vraie. Qu'on comprenne bien la notion d'équivalence, j'espère que c'est clair pour tout le monde, lorsqu'on écrit A est équivalent à B, ça prouve ni que A est vrai, ni que B est vrai, ça prouve simplement que pour démontrer A, il suffit de démontrer B. Pour montrer que A est vrai, il suffit de démontrer que B est vrai. Et là, c'est un peu original, mais pour montrer que cette proposition est fausse, j'ai montré que cette proposition-là était fausse. Comme cette proposition est fausse, celle-là est fausse, donc puisque celle-ci est fausse, le contraire est vrai. On pourrait même mettre une inégalité stricte si on voulait, puisque le contraire d'une inégalité large dans ce sens-là, c'est même une inégalité stricte si on souhaitait obtenir une telle inégalité. Donc voilà une première chose sur la logique, le raisonnement par implication et le raisonnement par équivalence. Pensez à l'utiliser à chaque fois que vous avez un exercice pour simplifier tout simplement ce qu'on vous demande de faire. Voilà, on va maintenant passer à une deuxième partie du cours qui concerne les ensembles et les applications. Alors, deuxième partie de ce cours comme prévu, le cours sur les ensembles et les applications, qui est un grand classique de plein de sujets. Vous allez vous en servir sur les cours espace vectoriel, application linéaire, dans les ensembles, dans le dénombrement. Donc c'est vraiment un cours central en classe préparatoire et lorsqu'on prépare un concours de niveau Maths Sup ou Maths P. Alors, vous avez des notions d'abord relativement simples que je vous invite à regarder sur le polycopier, que certainement tout le monde connaît, la notion d'appartenance à un ensemble, et je vais m'arrêter un instant sur la notion d'inclusion. On peut dire que A est inclus dans E si, quel que soit x appartenant à A, x est élément de E. Donc vous avez un ensemble ici, vous avez des points, vous avez ici un ensemble A, eh bien, on peut dire que cet ensemble est inclus dans E, car tous les points de A sont des éléments de E. Alors E, ça peut être par exemple une équipe de foot, et puis A, on prend les attaquants. L'ensemble des attaquants est inclus dans l'ensemble de l'équipe de football, puisque chacun des attaquants est membre de l'équipe. Vous avez ensuite l'ensemble des parties de E. Alors A, c'est un sous-ensemble, c'est-à-dire une partie. Et je vais prendre tout de suite un exemple pour qu'on comprenne cette notion et qu'on sache les compter. Si on prend l'ensemble 1, 2, 3, l'ensemble des parties de E, c'est l'ensemble de tout ce qu'on peut fabriquer à partir des nombres 1, 2, 3 comme ensemble. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on peut faire l'ensemble vide. On peut faire les singletons. Singleton 1, 2, 3. On peut faire les paires, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Et on peut faire enfin 1, 2, 3. L'ensemble P de E, c'est l'ensemble de toutes les parties de E. C'est donc l'ensemble de toutes ces parties-là. Alors si on voulait compter le nombre d'éléments qu'il y a dans P de E, d'abord je peux le faire à la main, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais on sent qu'on peut le faire de façon un peu plus systématique. Compter d'abord la partie vide, compter les parties qui contiennent un seul élément, compter les paires et compter la partie qui contient tout. Et à ce moment-là, on obtient un élément, plus 3 éléments, plus 3 éléments, plus 1 élément, c'est-à-dire 8 éléments. Alors 8 éléments, c'est aussi 2 puissance 3, on peut le remarquer. C'est une formule générale qui vous donne le nombre d'éléments de P de E en fonction du nombre d'éléments de E. Donc la formule de façon générale, si E contient n éléments, P de E contient 2 puissance n éléments. Comment on a fait pour compter P de E? Vous avez observé qu'on a fait ce découpage ici. Et bien ce découpage, c'est ce qu'on appelle une partition d'un ensemble. Alors une partition, vous pouvez le voir avec des exemples relativement simples. Imaginez que vous ayez une pizza et vous voulez la découper en tranches. Alors qu'est-ce que c'est? Une pizza, c'est l'ensemble en question. Les tranches, c'est les parts. Et puis attention, une partition, c'est pas une part, c'est pas non plus une pizza. Une partition, c'est un découpage. C'est-à-dire c'est l'ensemble des parts que vous allez former. Soyons
précis. Si on prend des parts qu'on va appeler A1, A2, A3 et A4, c'est A1, A2, A3, A4 qui est, dans cet exemple, une partition de l'ensemble oméga. Alors, réfléchissons. L'ensemble des AI sont des sous-ensembles, c'est-à-dire des parties de oméga. La réunion de ces parts, ça fait la pizza en entier. Les parts sont non vides et les parts sont 2 à 2 disjointes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments en commun sur chacune des parts. Eh bien, cette notion-là, vous la retrouvez de façon un peu plus théorique, on va dire, dans le polycopier, où vous avez finalement un ensemble de parties AI qui sont toutes incluses dans un ensemble oméga. Oméga, c'est ma pizza ici. I, c'est un ensemble d'entiers, 1, 2, 3, 4 dans cet exemple. On sait aussi que quel que soit I appartenant à I est non vide. On sait que les parts sont 2 à 2 disjointes, c'est-à-dire que si I est différent de J, l'intersection est vide. L'intersection, il n'y a rien sur une part et sur l'autre. Et bien sûr, élément central, la réunion de toutes les parts est égale à oméga. Eh bien, si vous faites ça, dans le cadre d'un ensemble qui serait fini, c'est-à-dire qui contient un nombre fini d'éléments, alors vous obtenez le cardinal de oméga égale la somme des cardinaux de AI. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail sur le dénombrement de façon générale, mais sachez, parce qu'il y aura un cours complet sur le dénombrement, mais sachez que cette formule-là, cette idée de partition, c'est-à-dire scinder un ensemble suivant un certain critère, c'est très utile en dénombrement pour compter les objets. Parce que ici, quand ma maman me faisait un gâteau pour mon anniversaire avec des Smarties dessus, comment on pourrait faire pour compter les Smarties? Soit on les compte une à une, ça c'est possible, ma maman faisait des très beaux gâteaux au chocolat en forme de cœur, j'en profite pour la saluer, avec un beau nappage chocolat et des Smarties dessus. Bref. Autre possibilité, une fois qu'on a coupé le gâteau, par exemple en 6 parts, parce qu'on est 6, on peut aussi compter les Smarties sur chacune des parts. Ça fait 5, 3, 8, 12, plutôt 12 pour moi, j'étais assez fan. Bref, quand on additionne tout ça, on retrouve aussi le nombre de Smarties qu'il y a. Donc vous voyez que pour compter les éléments d'un ensemble, vous pouvez les découper cet ensemble en tranches et compter séparément le nombre d'éléments qu'il y a sur chacune de ces tranches. Ok, donc voilà pour la notion de partition. Notion qui est donc très importante qu'il faut retenir. Vous avez ensuite quelques précisions sur les lois de Morgan. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent, ces lois? Elles nous disent que le contraire de A union B, c'est A bar inter B bar. Je suppose que tout le monde connaît les symboles d'union et d'intersection, donc je ne reviens pas dessus. On peut illustrer ça par un schéma, ça peut être assez intéressant. Je vais essayer de former un ensemble A et un ensemble B, et je vais m'intéresser à la réunion des deux. La réunion des deux, c'est ce qu'il y a ici. Ça, c'est A union B. Du coup, si je m'intéresse au contraire, alors on ne dit pas contraire d'un ensemble, ou inverse, ou quoi que ce soit, on dit complémentaire d'un ensemble. Si je m'intéresse au complémentaire de cet ensemble dans E, qu'on peut noter A union B le tout bar s'il n'y a pas d'erreur possible, eh bien c'est l'ensemble qui est en jaune ici. Je vais maintenant refaire ce même schéma, avec toujours A et B, et je vais regarder ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire A bar inter B bar. A bar, commençons par A bar pour commencer. D'abord, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc c'est tout ça. Et puis ensuite, il faut également être dans B bar, c'est-à-dire ne pas être dans B. Alors quels sont les éléments qui ne sont pas dans B? Je peux les dessiner pour qu'on voit les choses. Eh bien, je vais les dessiner dans l'autre sens. Donc les éléments qui ne sont pas dans B, c'est tous les éléments qui sont ici en ligne. OK? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Je vais peut-être remettre une couleur bleue pour que ce soit plus facile de voir la différence entre le bleu et le jaune ici. Entre le bleu et le vert, je veux dire, voilà. Donc maintenant, si on regarde bien ce qui se passe, là, j'ai dessiné, soyons clairs, en vert, en colonne, j'ai dessiné A bar. Et en bleu, en ligne, j'ai dessiné B bar. Donc, A bar inter B bar, c'est ce qui est dans les deux en même temps. C'est-à-dire ce qui est à la fois mis en colonne, comme ça, et en ligne. Donc ça va être des traits verticaux et horizontaux. Donc on peut voir un peu ce qui se passe. C'est là où il y a des petits croisillons. Vous voyez, les croisillons, ils sont ici, ils sont là, mais ils ne sont pas là-dessus. Hein. Là, il n'y a pas de croix. Donc on observe bien que A bar inter B bar, c'est finalement tout ça. A bar inter B bar, c'est bien la même chose
que ce qu'on avait dessiné ici, c'est-à-dire le contraire de A union B. A union B de tout bar. Alors, une méthode facile pour retenir ces lois-là, d'abord on peut faire un raisonnement. Hein. Ce qui n'est pas dans A ou B, le fait de ne pas avoir la qualité d'être dans A ou dans B, c'est d'être ni dans A, ni dans B. Donc, ça veut dire qu'on est à la fois dans A bar et dans B bar. Une autre façon de faire ça plutôt mémotechnique, plus facile, c'est de remplacer l'union par de l'intersection. À chaque fois qu'il y a une barre, ici, on l'enlève, ou le contraire. Et quand il y a une barre au-dessus, eh bien, on l'enlève. Donc regardez, par exemple, pour A union B, si je fais le contraire, au-dessus du A, il n'y a pas de barre, j'en mets une. La réunion, ça se transforme en intersection. Au-dessus du B, il n'y a pas de barre, j'en mets une, et j'enlève la barre complète. Voilà, donc ça, c'est une des lois de Morgan. La deuxième, vous pouvez la deviner. Et essayez de le refaire avec les schémas si vous voulez. A inter B bar, c'est A bar, union B bar. Voilà, donc ça on peut s'en servir essentiellement, surtout en fait finalement en probabilité, quand on considère non pas des ensembles mais des événements qui sont des ensembles particuliers. Mais voilà, ça peut être bien de les connaître et ça se généralise naturellement. Voilà, ces rappels étant faits sur les ensembles, on va maintenant passer aux applications sur ces ensembles. Alors, on va maintenant passer au cours sur les applications. Alors, première chose qu'il faut comprendre sur la notion d'application, c'est que ce n'est pas un ensemble, ce n'est pas un point, c'est une relation entre deux ensembles. Et ce n'est pas une relation forcément dans les deux sens, c'est une relation qui a un ensemble de départ, qui a un ensemble d'arrivée, et qui a tout élément, noté par exemple x dans l'ensemble de départ, associe un et un seul élément y dans l'ensemble d'arrivée. Alors on va faire un schéma, et puis ensuite on va voir les notions d'application injective, surjective, notion d'image directe et image réciproque. On va former une application quelconque, par exemple une application qui va d'un ensemble E vers un ensemble F, et qui a tout élément de E, donc associe un et un seul élément de F. Donc je vais faire ça par exemple. Voilà ce que ça nous donne. Alors, première chose qu'il faut tout de suite vérifier, c'est que si on veut parler d'une application, on a bien tous les éléments qui ont une seule image. Déjà, il n'y a pas de deux images. Ça aurait aucun sens. Parce que si par exemple f de 2 égale 3 égale 5, ça fait 3 égale 5, ça pose problème. Donc toujours une seule image. Et par ailleurs, qu'il y ait bien une image. Par exemple, si vous prenez un point ici qui n'a pas d'image, on ne peut pas appeler ça une application. Alors, pour être très précis, on appelle ça en fait une fonction dans ces cas-là. Et je prends un exemple, la fonction inverse définie sur R, entre guillemets, me pose problème, parce que précisément, 0 n'a pas d'image par rapport à la fonction inverse sur R. 1 sur 0 n'existe pas, autrement. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est vous intéresser, c'est ce qu'on fait en général, au domaine de définition de la fonction. Et une fois que la fonction, vous l'avez définie sur R étoile, c'est-à-dire que vous avez restreint le domaine de départ à l'ensemble R étoile des points qui admettent une image, eh bien c'est comme si en fait ce point vous ne le considériez plus, et jusqu'à la fin de votre étude, par exemple de dérivée, de sens de variation, etc., vous ne considérez plus ce point-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé une fonction, où 0 n'admettait pas d'image, en une application, où cette fois-ci tous les éléments de l'ensemble de départ ont bien une et une seule image. C'est seulement lorsque vous êtes dans ce cadre que vous pouvez éventuellement réfléchir au caractère injectif ou surjectif des objets en question. Donc déjà, vérifiez que vous êtes bien en présence d'une application. Je dis ça parce que souvent, on confond l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Ceux qui savent déjà ce que c'est qu'une injection savent qu'une application est injective si tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au plus un antécédent. Eh bien, parfois il y a des confusions entre ensemble de départ et ensemble d'arrivée. Hein, donc, il faut éviter ces confusions. Là, déjà, on est en présence d'applications. Alors, on va donner tout de suite quelques définitions. La première chose, c'est la notion d'image directe. Si on a une partie A qui est incluse dans l'ensemble de départ, on peut s'intéresser à son image directe, f de A, et c'est en fait l'ensemble de tous les f de x, où x appartient à A. Ça, c'est une écriture dite en compréhension. On peut l'écrire aussi en extension, comme ceci. C'est l'ensemble des y dans f qui admettent un antécédent dans A. Donc, l'ensemble des éléments y de f, tel qu'il existe un antécédent dans A à cet objet. Faisons-le tout de suite avec un schéma, parce que ce sera beaucoup plus facile de le comprendre. Si je m'intéresse à cette partie A ici, cette partie A, eh bien l'image directe de A, c'est, dans cet exemple,
ce singleton ici. Ça, c'est f de A, l'ensemble des points, en l'occurrence, il n'y en a qu'un seul ici, qui admettent un antécédent dans A. Par exemple, ce point-là, il n'admet pas d'antécédent dans A. Ce point A, ce point non plus. Ce point non plus. Dit autrement, c'est bien l'ensemble de tous les f de x où x se balade dans A. Vous prenez x qui varie ici, c'est-à-dire qui décrit A. Les f de x, ça décrit qu'un seul objet dans l'exemple que j'ai pris. Passons maintenant à la notion d'image réciproque. Donc l'image réciproque, cette fois-ci, si on parle d'image réciproque, c'est qu'on parle plutôt de l'ensemble d'arrivée. On va considérer un ensemble B qui est inclus dans F, et on va s'intéresser à F-1 de B. Alors F-1 de B, c'est par définition l'ensemble des X dans l'ensemble de départ, dont l'image est dans B. Alors, faisons là aussi un exemple. Si vous prenez un sous-ensemble de votre ensemble F, par exemple, celui-ci. Je vais prendre cet ensemble-là. Ça, c'est l'ensemble B. Eh bien, l'image réciproque de B, c'est l'ensemble de tous les éléments de E, dont l'image appartient à cet ensemble-là. Donc, si je veux le faire correctement, je m'aperçois que cet élément est dedans, puisque son image est dans B, cet élément-là n'y est pas, et ces deux-là y sont. Donc, en l'occurrence, F-1 de B, ce serait la réunion de ces deux parties. Ça, ce serait F-1 de B. Alors, vous ferez attention à une chose, c'est que on ne peut pas écrire aussi rapidement que ce qu'on pense f de F-1 de B égale B. Cette proposition est fausse. Et on peut le voir déjà tout de suite avec l'exemple que j'ai donné. Si je prends l'ensemble B qui est ici en rouge, F-1 de B, je l'ai dessiné en rouge également de ce côté-là. Si je m'intéresse maintenant à l'image de cette partie, on s'aperçoit que ce point-là, il est envoyé ici, ces deux points, ils sont envoyés ici. Donc, c'est seulement cet ensemble en bleu qui serait l'image de F-1 de B. Et vous voyez ce point-là, par exemple, eh bien, il est dans B, mais il n'est pas dans F de F-1 de B. Alors en fait, pour ceux qui le savent peut-être, c'est ici une inclusion, et lorsque l'application est surjective, on va y venir, c'est une égalité. Alors ça, c'est vraiment un exercice, donc on n'est pas obligé de le savoir, mais en tout cas, ce que je veux vous montrer ici, c'est premièrement de bien connaître votre cours sur F de A, F-1 de B, et deuxièmement, ne pas penser que F et F-1 vont s'annuler. Pourtant, on a cette idée en général parce que F-1, ça désigne souvent l'application réciproque. L'application réciproque, par exemple, le contraire du carré, c'est la racine, le contraire de l'exponentielle, c'est le logarithme, ce genre de choses, et où là, on sait que quand on applique deux fonctions de suite, on revient au point de départ. Sauf que, attention, ici, F-1 n'est pas une application bijective, il n'y a pas de réciproque spécifiquement. Pourquoi il n'y a pas de réciproque? Parce que ce point-là, par exemple, il n'admettrait pas d'image, et ce point-là, il admettrait 3 images. Donc il n'y a pas de réciproque, il n'y a pas de fonction F-1. Ça n'empêche pas cette notation d'exister. B n'est pas un élément, c'est un ensemble dans l'ensemble de départ. Donc différence ici, F-1 de X, F-1 de Y, disons. Ça n'existe pas parce que F-1 n'existe pas, il n'y a pas d'application réciproque. En revanche, F-1 de B, où B est un ensemble, ça existe. Voilà, alors maintenant, on va travailler sur la notion d'application injective et application surjective, et on va donner ces définitions d'abord. F est injective si, quel que soit x et x' appartenant à E, nous avons l'implication f de x égale f de x' implique x égale x'. Ok, ça paraît un peu bizarre comme ça, on ne comprend pas trop cette implication. Alors il faut tout de suite illustrer par un exemple. Je vais dessiner le graphique, la représentation, une représentation, disons, d'une application qui serait injective. Et je vais dessiner ceci par exemple. On fera une synthèse après, bien sûr, de injectif et surjectif, voir dans quelle situation s'applique ceci ou cela. Une application injective, c'est une application de E dans F, telle que si deux éléments sont différents, leurs images sont différentes. Pour tout x et x' de E, si x est différent de x', alors f de x est différent de f de x'. En gros, en français, pour bien comprendre ce qui se passe, deux éléments n'ont pas la même image. Deux éléments différents n'ont pas la même image. Okay ? Mais en maths, on ne travaille pas trop avec ce symbole différent, c'est pas très pratique. Okay ? Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler par contraposer ici, comme on l'a vu dans le cours, dans la partie du cours concernant la logique, plutôt que de montrer que A implique B, la définition nous invite à montrer que non B implique non A. Donc, soyons pratiques. Dans un exercice, si vous devez montrer
que f de E dans f est injective? Première chose que vous allez faire, vous voulez montrer quelque chose, quel que soit x prime, vous les fixez. Donc soit x et x prime, deux éléments de E. Vous voulez montrer une implication? Commencez par supposer ce qui se passe au départ. Soyez méthodique. Supposons que f de x soit égal à f de x'. Et ensuite, c'est tout votre raisonnement suivant l'exercice qui vous conduira, on l'espère, à x égale x' dans votre exercice, ce qui vous permettra de montrer que l'application est injective. Dit autrement, une application est injective, une autre façon de voir les choses, je vais l'écrire aussi ici, f est injective si tout élément de E, tout élément de l'ensemble d'arrivée de f admet au plus, donc au plus, un antécédent. Au plus, c'est-à-dire 0 ou 1, et c'est bien ce qui se passe ici. Si on regarde l'ensemble d'arrivée, ce point-là, il a 0 antécédent, celui-là, il en a 1, 0, 1, 1, 1. On voit qu'il y a toujours 0 ou 1 antécédent. On a pris soin tout à l'heure de parler de la notion d'application. Soyez bien clairs, ce ne sont pas les éléments de l'ensemble de départ qui admettent tel ou tel antécédent, ce qui d'ailleurs n'a pas de sens. Pour les éléments de l'ensemble de départ, on parle plutôt des images. C'est bien l'ensemble des éléments de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire de f. Okay, puisque d'abord, avant de parler d'injection, de surjection ou de bijection, c'est de toute façon des applications. Donc il n'y a pas de débat, l'ensemble des éléments de E admettent tous une et une seule image de toute façon. Donc il n'y a pas lieu de faire une distinction sur E. Faites attention, ça c'est une erreur qui est assez courante. Ok, on va passer à la notion d'application surjective. Alors c'est la même chose, je vais effacer ça. Simplement, il y a une petite différence, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas au plus un antécédent pour les éléments de f, mais au moins un antécédent. Faisons la définition. F est surjective si quel que soit y appartenant à f, il existe un x dans E tel que f de x égale y. Faisons le schéma le plus classique que vous devez connaître d'une application qui serait surjective. Je vais mettre un peu plus de points ici que là. Certains ont peut-être deviné pourquoi j'en mets plus de ce côté-là. Alors, je vais dessiner ceci par exemple. Ok, alors, je suis bien en présence d'une application. Tous les éléments de E ont une et une seule image. Et je m'aperçois ici que tous les éléments de f ont au moins un antécédent. Celui-là en a 2, celui-là en a 1. Et on peut écrire ceci. F est surjective si tout élément de l'ensemble d'arrivée, tout élément de f, admet cette fois-ci au moins un antécédent. Alors attention, donc vous pouvez bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants qui disent bon bah j'apprends injective c'est au moins 1, surjective c'est au moins 1, injective c'est au plus 1. Faites attention à être précis, parce que si vous apprenez juste au moins 1, de quoi on parle? C'est au moins une image, au moins un antécédent, les éléments c'est des images, c'est les éléments de E. Soyez bien précis. On entend souvent des étudiants qui disent si toute image admet au moins un antécédent. Non, c'est pas toute image. Parce qu'évidemment, toute image par nature, c'est déjà l'image de quelque chose. Donc ça admet aussi un antécédent, forcément. Hein, si je regarde ici, toute image, là, voilà, les images, elles sont là, elles admettent des antécédents. Donc attention, soyons bien précis, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble d'arrivée. Okay, la différence, c'est que par exemple ici, cet élément, il est dans l'ensemble d'arrivée, mais ce n'est pas une image. Ok, alors pour montrer que f est surjective dans le cadre d'un exercice, pour montrer que f est surjective, vous pouvez fixer un élément y de f, et l'objectif, votre objectif, sera d'essayer de montrer qu'il existe un x dans E tel que f de x égale y. Alors enfin, vous avez la même chose pour des applications qui sont cette fois-ci bijectives. Alors une application va être bijective si elle est, vous l'avez deviné, à la fois injective et surjective. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bien, vous allez avoir un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée qui vont contenir, si ce sont des ensembles finis, le même nombre d'éléments. Et cette fois-ci, vous pouvez faire des correspondances de E dans F, de sorte que tous les éléments
de f admettent exactement un antécédent. Donc tout élément de f, pour tout y appartenant à f, il existe un unique x dans E, tel que f de x égale y. Dit en français, tous les éléments de f admettent un et un seul antécédent, c'est-à-dire à la fois au plus 1 et au moins 1. Donc on comprend que l'application elle est à la fois surjective et injective, donc c'est une technique. Alors pour montrer que f est bijective dans le cadre d'un exercice, pour montrer que f est bijective, vous pouvez d'abord appliquer cette définition, prendre un y appartenant à f, essayer de savoir si cette équation admet une unique solution. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette équation et on va essayer de la résoudre jusqu'à ce qu'on trouve x en fonction de y. Et si on trouve x en fonction de y, alors cette fonction-là, c'est ce qu'on appellera la fonction réciproque. Et cette fois-ci, ça marche bien. On peut partir de f et revenir à e avec la fonction réciproque, puisque justement, ici, c'est la fonction qu'on appelle f-1. Chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet bien un et un seul antécédent. Alors ça, c'est une première technique possible. Parfois, on n'arrive pas à faire la résolution, hein, mais on peut essayer parfois de montrer quand même qu'il existe un et un seul antécédent. Je vous donne un exemple avec le théorème des valeurs intermédiaires. On ne va pas faire de la théorie sur les fonctions aujourd'hui, donc on va prendre un exemple. Vous êtes au ski à 1000 mètres, vous avez votre copain qui est à 2000 mètres, et puis vous êtes sur un téléphérique qui ne fait que monter. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, par exemple, on peut montrer que le point 1528 mètres admet un et un seul antécédent. C'est-à-dire que vous allez passer une seule fois par cette altitude. Soyons logiques, vous êtes à 1000, vous passez à 2000 et ça monte. Donc qu'est-ce qui se passe? 1538 qui est au milieu, vous allez le couper forcément une et une seule fois. Alors, si on veut faire le lien avec le cours sur les fonctions, vous avez une application ici qui est bijective. Plus précisément, l'application qui vous donne votre hauteur en fonction du temps, elle est strictement croissante. Elle est continue parce que je ne fais pas de saut comme ça dans l'espace. Et une fonction strictement croissante et continue, eh bien, est une bijection de l'ensemble de départ, de l'intervalle de départ vers l'intervalle d'arrivée. Donc ça, on reverra dans le cours sur les fonctions, mais vous voyez, on n'est pas toujours obligé de résoudre vraiment cette équation. Parfois, on peut savoir qu'il y a une seule solution, même sans forcément la résoudre. Ok, une autre technique pour montrer que f est bijective, c'est évidemment de montrer directement que f est injective, puis que f est surjective. C'est un peu lourd, donc si on peut éviter ça, c'est évidemment mieux. J'attire votre attention sur le fait que ces notions d'application injective, surjective et bijective, ce sont des notions qui interviennent beaucoup en algèbre linéaire. Vous avez très souvent l'étude des applications de E dans F avec E et F des espaces qui peuvent être quelconques, et souvent on se demande si F est injective ou bijective. Vous avez dans le chapitre application linéaire des méthodes supplémentaires à celle-ci, avec le noyau, l'image pour ceux qui le connaissent, caractérisation des isomorphismes, etc. Ne faisons pas le cours en avance, mais des méthodes qui parfois permettent d'éviter la démonstration classique normale, on va dire. Donc sachez que cette définition doit être connue, mais qu'il existe aussi d'autres méthodes dans les chapitres liés à l'algèbre linéaire. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est simplement dans quel cadre une application injective et surjective de façon imagée. On va imaginer que vous ayez ici... alors, il faut comprendre ce que c'est qu'une application. C'est un lien vraiment entre deux ensembles. Donc, si là, par exemple, je prends des Indiens qui tirent sur des bisons, réfléchissons et essayons de comprendre quand est-ce que cette application, qui à chaque Indien associe le bison qu'il a choisi, on imagine bien la situation, chaque Indien... il a une et une seule flèche, et il vise un bison. Ok. Quand est-ce que cette application est injective? Elle est injective si chaque Indien, il a un bison différent à tuer. Ok. Donc si par exemple, on a un nombre de bisons qui est assez grand, chaque Indien, il ne se bat pas pour tuer les bisons, ça donne ceci. Hop, chaque Indien a une cible différente. Et là, cette application est bien injective. Vous pouvez le retenir avec cet exemple-là. Quand est-ce que l'application est surjective? Elle est surjective si tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont un antécédent. Alors les pauvres bisons, avoir un antécédent, c'est une flèche ici. Donc ça veut dire qu'elle va être surjective si tous les bisons sont morts. Okay. Par exemple, si on a 2 bisons ici et on a 4 Indiens, si ça se trouve, les Indiens, ils tirent sur... Ils sont à plusieurs à tirer sur un même animal. Désolé pour ceux qui sont protection des animaux, tout ça.
pour l'exemple, on va quand même prendre cet exemple-là, à ce moment-là, eh bien, l'application va être surjective. Et enfin, à quelles conditions va-t-elle être bijective? Eh bien, si à chaque indien, on peut associer un bison, mais à chaque bison, on peut associer un indien. Donc il faut qu'il y ait exactement le même nombre d'indiens et le même nombre de bisons. C'est pour ça qu'on avait 4 éléments de chaque côté. Et il faut bien que tous les bisons admettent un et un seul indien comme antécédent. C'est-à-dire que chaque indien vise un seul bison, et il n'y a qu'une seule flèche qui vise un bison, puisqu'ensuite, du bison, on peut remonter à l'indien. Ok ? Voilà, donc voilà avec ce petit exemple, une petite synthèse de quand est-ce qu'une application est injective ou surjective. Pour les exercices, bien sûr, vous devez vous entraîner, donc faire un certain nombre d'exercices classiques. Je vous conseille, comme d'habitude, de commencer par des exercices basiques. Vous prenez f de x égale 2x, défini de n dans grand N, par exemple. Vous prenez f de x égale x plus 3, défini de z dans z. Vous prenez, voilà, prenez ce que vous voulez, mais prenez des petits exemples. Il y en a dans le polycopier, il y en a d'autres que vous pouvez inventer ou trouver un peu partout pour démontrer ça. Et vous devez être très méthodique. Ne pas confondre l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, et savoir bien comment faire pour commencer la rédaction sur ces exercices qui sont extrêmement classiques. Voilà, je vous souhaite à tous un bon travail. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ces notions-là, parce qu'on peut totalement comprendre qu'elles soient encore un peu théoriques à ce stade. J'espère qu'avec cet exemple, vous avez mieux compris cette notion d'application injective et surjective. Revenez aussi un instant, si vous en avez besoin, sur la notion d'image directe et d'image réciproque, puisque c'est deux notions qui sont également importantes dans ce cours et qu'il faut bien maîtriser pour les exercices sur les ensembles. Voilà, nous avons terminé ce cours sur les ensembles. Je vous souhaite bon travail à tous et à très bientôt. Au revoir.